Dans le cadre de la lecture publique internationale organisée par le Festival européen latin-grec de Lyon, le groupe de théâtre de l'Association régionale de langues anciennes de Montpellier interprète les chœurs et le dialogue final de la Médée de Sénèque dans la traduction de Florence Dupont. Ancilla, la jeune Sicilienne qui, autour du ventre, a une ceinture de chiens enragés, quand elle les fit hurler tous ensemble, qu'elle est le marin d'Argot qui n'a pas tremblé, quand les monstres de l'Italie, les sombres sirènes, bercèrent la mer de leurs chants, Orphée, le thrace, prit sa cithare et joua. À son tour, il les enchaînait à sa voix et les entraînait dans le sillage du navire. Et pourquoi ce voyage? Et pourquoi ce périple? Pour une toison d'or. Et pour une femme plus dangereuse que la mer, Médée. Elle était le prix de la course, le prix à payer par le premier navire, le juste prix. Maintenant, l'océan est vaincu et tout entier soumis à la loi des hommes. Pour construire Argo, nul besoin désormais des mains habiles d'Athéna. Il n'y a plus d'Argo, plus de gloire à ramer, plus de roi qui fasse équipage. La première barcasse venue affronte la haute mer. Toutes les barrières ont été bousculées. Sur les terres vierges, on édifie des villes. Le monde est sillonné de routes. Tout bouge. Rien n'est resté de l'ordre de jadis. Les Indiens boivent l'eau glacée du Don. Les Perses se baignent dans l'Elbe et dans le Rhin. Bientôt viendra le siècle où sautera la dernière barrière. L'océan révélera un continent immense. Sur l'horizon marin se lèvera un nouveau monde. Au-delà de l'Islande, il y aura d'autres terres. Le chœur chante maintenant la haine de Médée et le triste sort des Argonautes. Nulle force au monde, ni incendie, ni ouragan ou machine de guerre, n'a la violence d'une femme abandonnée, n'a son ardeur et sa haine. Nulle force au monde, ni le vent d'ouest qui charrie les nuages et les pluies de l'hiver, ni le Danube en crue qui emporte les ponts et inonde la plaine, ni le Rhône qui refoule la mer, ni les torrents des montagnes grecques à la fonte des neiges au printemps sous le soleil brûlant. Ah, c'est un feu aveugle, attisé au vent de la colère. Elle ne connaît ni maître ni frein, sans crainte de la mort. Elle brûle d'affronter des épées nues. Dieu, épargnez-nous. Dieu, faites-nous grâce. Laissez vivre en paix le conquérant des mers. Mais il y a la fureur du Dieu vaincu, du roi de l'autre empire, du maître des profondeurs. Un garçon eut l'audace de conduire le char du temps. Il oublia les bornes du domaine paternel. Dans sa fureur, il incendia le ciel et périt dans le brasier qu'il avait allumé. On ne risque rien. On ne risque rien on ne risque rien à emprunter une voie toute tracée. Va où les gens ont toujours passé. Le chemin est sûr, sans profaner l'ordre sacré du monde, sans violer l'univers. Les audacieux, ils ont payé les audacieux. Tous.
Ils avaient tenu les fameuses rames, volé la forêt sacrée du Pélion, saccagé son ombre épaisse pour leurs fabuleux navires. Ils avaient passé les écueils mouvants, vaincu les dangers de la mer et jeté l'ancre à une rive barbare. Ils devaient, pour piller l'or étranger, ils devaient revenir, mais en expiant par une sombre fin l'offense faite aux lois de l'océan, ils avaient défié la mer et ils ont payé. Tiphys fut le premier. Il avait vaincu les profondeurs, mais il laissa son gouvernail à un barreur novice et sur une plage étrangère, loin du royaume de son père, il mourut. Un simple tertre l'a recouvert. Il gît sans gloire parmi les ombres anonymes. Depuis, en mémoire de son roi disparu, Aulis garde prisonnier les navires venus relâcher dans son port que maudissent les marins encalminés. Puis, ce fut Orphée, le fils de la Muse. Quand il touchait les cordes de sa lyre, la mélodie s'arrêtait. Elle arrêtait les torrents, les vents se taisaient, et les oiseaux oubliaient de chanter. Venant à lui, dans les arbres de la forêt, Orphée fut mis en pièces, et ses membres jonchèrent la campagne Thrace, pendant que sa tête partait au fil de l'eau. C'est ainsi qu'il redescendit dans le Styx et le Tartare. Mais cette fois, il n'en revint pas. Hercule massacra les enfants du Nord, étouffa le fils de Neptune aux innombrables métamorphoses. Mais après avoir pacifié la terre et la mer, après avoir pénétré dans le sinistre royaume de Pluton, le maître de l'or, il se fit brûler au sommet de l'État, s'offrant tout vivant à la morsure des flammes. Le sang mêlé du centaure lui rongeait les chairs. C'était le cadeau de son épouse. Nauplius, le naufrageur, périra noyé. Ajax, foudroyé, tombera dans la mer, payant la faute de son père Oïe. Alceste, la femme du roi de fer, devra racheter au prix de sa vie le destin de son époux. Et lui qui fut à l'origine de tout, lui qui donna l'ordre de conquérir la toison d'or et de construire le premier navire, Pélias, il a fini bouilli, cuit dans un petit chaudron, mijotant sur le feu. Dieu, vous avez bien vengé la mer. Épargné Jason, il ne faisait qu'obéir aux ordres. Médée a fini de préparer ses poisons. Le cœur est horrifié par la folie meurtrière de Médée. Où va-t-elle? La Ménade, couverte de sang. Mais où court-elle, enfin, la tête baissée, amoureuse sauvage? Quel crime prépare-t-elle? Furieuse et déchaînée. Son visage grimaçant de colère. Elle a le regard fixe. Elle secoue la tête pour provoquer le roi qui croirait qu'il vient de la chasser. Ses joues brûlent d'un éclat rutilant. Le blanc chasse le rouge. Elle devient livide, passe par toutes les couleurs, prend toutes les apparences, sans jamais en conserver aucune. Et elle tourne comme une tigresse qui a perdu ses petits et que sa course folle entraîne à travers la jungle. Médée ne sait dompter ni ses colères ni ses amours. Et aujourd'hui, son amour et sa colère ont un même objet. Mais que va-t-il arriver?
terrible arménienne quittera-t-elle la campagne grecque? Délivra-t-elle de la peur les princes et le royaume? Phébus, fouette ton attelage, lance-le à bride abattue, que la tendre nuit enferme la lumière, que sombre avec Vespère qui amène le soir un jour redoutable. C'est la catastrophe. Il n'y a plus de royaume. Il n'y a plus d'État. Le père et la fille gisent confondus sous les décombres de l'incendie. Et comment se sont-ils laissés surprendre? Comme tous les rois, en acceptant des cadeaux. Et le piège était dedans? Comment est-ce possible? Moi-même, je n'y comprends rien. Tout est fini et pourtant, je n'arrive même pas à y croire. Mais comment est-ce arrivé? Un feu furieux a embrasé en même temps toute la maison du roi. Comme au même signal. Déjà, le palais est entièrement détruit et on craint pour la ville. Oh! Mais il faut éteindre les flammes avec de l'eau! Oui, c'est là le plus extraordinaire de ce drame. L'eau nourrit le feu. Et plus on combat le brasier, plus il brûle avec force. Il retourne nos armes contre nous. À moi, mes fidèles sujets, si vous compatissez au malheur du roi, à moi, emparons-nous de la coupable. Saisissons-nous de sa personne. Ici les braves. Armez-vous à la garde. Apportez des pics et des pioches, qu'on rase la maison. Occupe-toi plutôt du bûcher de tes fils. Dresse leur tombeau. Ton beau-père et ta femme ont déjà reçu les honneurs funèbres. J'y ai veillé personnellement. Un de tes fils a déjà péri sous tes yeux. Celui-ci connaîtra bientôt le même sort. Non. Je te frapperai. Ou tu ne veux pas qu'on te frappe, ou ça fait mal. Va faire le fier maintenant. Épouse les jeunes filles. Abandonne les mères. Que ton voyage à travers le cosmos atteste que les dieux n'existent pas dans les espaces que tu traverses. Per alta voix espatia, sublime teris, testare dullos esse, quaeris deos. Ton voyage à travers le cosmos atteste que les dieux n'existent pas dans les espaces que tu traverses.